avoir pris plus de points à l'extérieur que sur sa propre pelouse. Lille qui presse mais qui s'expose au contre, comme ici Marc-Antoine Fortuné qui va accélérer, seul se retrouve Lillois, il a Kim sur le côté gauche, il choisit d'y aller seul et de frapper, c'est à côté du cadre de Tony Silva. Marc-Antoine Fortuné a choisi la solution solitaire, mais c'est surtout parce que Ramil et Beria sont bien restés sur leurs appuis pour pousser l'attaquant à la faute. Ici on va voir en haut de votre écran Grégory Taforo se blesser à la 10e minute de la partie. C'est un nouveau coup dur pour la défense lilloise. Taforo souffre d'une entorse du ligament antérieur du genou. Il en saura plus demain après de plus amples examens. Alors évidemment c'est un nouveau coup dur, je disais, pour le capitaine et pour la défense lilloise. Ça permet de voir à l'œuvre un tout jeune joueur, Badis Lebi, pour la première fois en Ligue 1. Il a seulement 17 ans. Les Nancéens sont les plus forts à l'attaque dans cette première période, avec ici un grand pont de Kim qui bute sur Silva. On apprécie le superbe geste de Kim qui rappelle Dennis Bergkamp, l'ancien international hollandais, à ses plus belles heures. 0-0 entre les deux équipes, on approche de la mi-temps. Kim une nouvelle fois sorti de Silva, Kim s'écroule, Monsieur Cailleux, l'arbitre demande aux Brésiliens de se relever, indique qu'il n'y a pas faute et sur ces ralentis on peut s'apercevoir effectivement que Tony Silva n'a pas touché Kim comme il nous le confiera à la mi-temps. Je ne pense pas l'avoir touché. Je pense que j'ai joué le ballon, mais sur sa lancée, il s'est jeté, mais je ne l'ai pas touché. 0-0 à la pause, donc le début de seconde période est placé sous le signe des coups de pied arrêtés, avec ici une tentative de Debuchy qui ne prend pas le cadre de Gennaro Brasigliano. Et puis à la 65e minute, premier changement effectué par Pablo Correa. Chris Malonga qui a été assez transparent dans cette rencontre, cède sa place à Issarda, on le reverra tout à l'heure. Coup franc pour Nancy, 67e minute de jeu, c'est Sébastien Puy-Grenier qui va débloquer de la tête de la situation. Ça arrive souvent côté nancéen, même si Nancy marque plus dans le jeu cette saison que la saison passée. Puy-Grenier inscrit son deuxième but de la saison et surtout son 12e but professionnel, le 9e inscrit de la tête pour le défenseur central nancéen. Un but à 0, ça n'assomme pas complètement les Lillois qui vont continuer de presser et profiter ici d'une petite mésentente dans la défense nancéenne pour se créer une occasion, mais le tir de Dumont passe à côté du cadre de Gennaro Brasigliano. Le but de Puy-Grenier a débloqué la situation et c'est une équipe de Nancy qui domine complètement la fin de cette partie. Admirez le travail d'Issiarda qui s'en va effacer 3 joueurs lillois, puis 5, puis 7 avant de servir Jonathan Brison pour terminer le travail et offrir le 2-0 à Nancy. Un travail exceptionnel de l'international espoir qui fait bondir Pablo Correa, son entraîneur. On va le revoir sous plusieurs angles évidemment. Ce sera sans doute l'un des plus beaux buts de cette soirée. Issarda qui emmène avec lui 7 joueurs lillois donc avant de servir Jonathan Brison. Excentré, un but pas facile à mettre non plus, ça fait 2-0. Score final pour Nancy qui s'impose grâce notamment à un travail superbe d'Issarda qui reste modeste. Instinct, comme je dis, je fais pas exprès et puis j'y vais. Je calcule pas mon couille et j'y vais et puis ça là. Est-ce que c'est le fait d'avoir gardé le Barça, Messi entre autres? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est mon jeu, je suis à l'instinct et puis voilà, c'est comme ça. Bravo. Merci. Nancy l'a fait. Nancy est donc la seule équipe à tenir le rythme de Lyon. Un homme heureux, très certainement, c'est l'entraîneur Pablo Correa. Écoutez-le au micro de Bruno Blachon. Non, on a vu avec la facilité quand Lyon il joue à 17h, on voit la facilité qui s'impose. Nous, on a eu le même résultat là-bas et pour autant on a lutté comme des chiens, on va dire. Et en fait, je pense que Lyon il a un grand largeur, long avance en tout cas, et pas sur la SNL, sur tous les clubs. Aujourd'hui, c'est la SNL, c'est lui qui les suit. Mais au départ, personne ne pensait que c'était la SNL qui devait suivre Lyon. Merci beaucoup, Plapo. Et bravo. Merci. Il est modeste, il ne veut pas se comparer à l'Olympique lyonnais. On fait le point sur les résultats de cette soirée. Pour rappeler ce résultat très important, c'est celui de Nancy. On va le voir sur le classement, à commencer par la deuxième partie de ce classement en bas, pour voir que le Paris Saint-Germain est là, en attente du match de demain soir, bien évidemment, 20h55 sur la pelouse de Nice. L'Olympique de Marseille qui fait la bonne opération en remontant. Et en haut du classement, eh bien regardez, Lyon seulement 3 points d'avance sur Nancy qui a un match en retard
retard. La saison dernière, souvenez-vous, Eric Souriou nous le rappelle, Lyon avait 14 points d'avance sur Lille, le second. Ça, c'est un bon signe pour ce championnat de France de Ligue 1 au classement des buteurs. Benzema, un seul homme a marqué, c'est Niang. Et que dire de ces 2 buts sous le maillot de l'Olympique de Marseille. On a fait le tour, regardez, tout est prêt. Le bureau est là pour jour de rugby. Eric Ball, on continue dans nos 2 heures de sport. Restez avec nous sur l'antenne de Canal. Merci pour Jour de foot à toute l'équipe. Ici à Paris, autour de Jean-Jacques M. Salem. Jour de rugby, ça commence maintenant. Avec Orange, partenaire principal du Top 14, retrouvez les meilleurs essais avec Orange World. Partagez les valeurs du rugby avec la GMF. GMF, assurément rugby, assurément humain. Retrouvez le Top 14 avec Société Générale, par amour du rugby. Bonsoir à tous, jour de rugby, horaire tardif, mais programme festif, attractif, avec même quelques bourre-pifs pour les amateurs. Le voici ce programme de cette 3e journée du Top 14, avec notamment Biarritz-Toulouse, le gros choc, mais aussi Montauban-Brive, Perpignan-Bourgoin, ou notamment Albi-Clermont. En tout cas, en ces temps d'après-Coupe du Monde, où le rugby est de plus en plus à la mode, il nous faut signaler ce soir un événement extrêmement banal, habituel pour le foot, mais exceptionnel et rarissime pour le rugby, tout simplement la sortie d'un album Panini consacré aux équipes, aux joueurs du Top 14 et de la Pro D2. Cet album a été distribué dans tous les stades aujourd'hui. Bien évidemment, il s'agit de collections de vignettes. On va parler pendant toute l'émission parce que ces vignettes vont nous aider à présenter ce soir jour de rugby. Tenez par exemple 3 vignettes choisies au hasard. Aurélien Rougerie, Julien Bonner ou encore Brock James, évidemment 3 joueurs de Clermont qui se déplaçaient à Albi. Ce soir, on va retrouver en duplex Philippe Groussard, un grand collectionneur qui a suivi ce match et commenté tout à l'heure pour Canal Plus Sport. Bonsoir Philippe. Alors Albi a fait un bon début de saison, mais on avait envie de voir le comportement de l'équipe de Clermont ce soir avec une équipe remaniée encore par rapport à celle qui a disputé la Coupe d'Europe le week-end dernier. Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. 3 joueurs seulement ont été conservés côté clermontois par rapport au dernier match face au Munster. Il s'agit de Joubert, Baye et Malzieu. Pour le reste, c'est le retour des cadres, à l'exception de Smith, le champion du monde, retenu avec la sélection sud-africaine. La charnière habituelle est de retour côté clermontois avec Mignoni et James. Les Rougeries, Bonner, Vermeulen, Ledesma sont bel et bien présents. Bref, un gros test pour Albi après son surprenant début de saison. Un nul à Biarritz et une victoire face à Perpignan. Début de match à l'avantage de Clermont qui occupe la moitié de terrain des Albigeois. Albi qui se met à la faute. Première pénalité pour Clermont, l'occasion pour Brock James d'ouvrir la marque. 3-0 pour Clermont et même 6-0 avec une nouvelle pénalité de Brock James. 6-0, ce sera le score après 20 minutes. Brock James envoie des ribambelles de chandelle pour mettre la pression sur Albi. Ici Audebert récupère le ballon, trouve Ledesma qui arrive lancé. La percée de Mario Ledesma qui est stoppée dans les 22 mètres d'Albi. Il trouve en soutien Cudmore, stoppé à nouveau. Mignoni qui repart dans l'autre sens avec un ballon pour Malzieu qui maîtrise mal cette balle. L'action du côté de Clermont ne va pas au bout. On revoit la percée de Mario Ledesma ici. Monsieur Méné, l'arbitre de cette rencontre, revient à une position de hors-jeu. L'occasion une nouvelle fois pour Brock James de passer 3 nouveaux points. Ça fait 9-0 pour Clermont après 32 minutes. Les Tarnais finissent mieux la première période et viennent plus souvent dans le camp adverse, provoquant les fautes des Auvergnats. André Our va ouvrir le compteur pour les Albigeois. Il ramène Albi à 6 longueurs de Clermont. 9-3 en faveur de Clermont. Ce sera le score à la pause. La seconde période débute par un gros coup de frayeur. Regardez bien le 4 jaune Cudmore qui retourne le 8 d'Albi, Vincent Clément.
grosse frayeur. Vincent Clément va sortir sur une civière. Les renseignements pris après le match, c'est moins grave que ce que l'on pensait pour Vincent Clément. Albi attaque la seconde période tambour-bâton avec un ballon récupéré par Bianco qui trouve Lacroix. Lacroix qui prend l'intérieur une première fois, il résiste au plaquage. Deuxième fois à l'intérieur, cette fois il est pris, mais il a le soutien de Sanchou. Sanchou qui rentre dans les 22 mètres. Il est stoppé à son tour, le ballon qui sort rapidement, la charge de Correa. Correa qui avance et qui s'approche de la ligne d'en but de Clermont, pris à son tour. Pagès qui ressort ce ballon avec un ballon écarté sur les trois quarts. Ballon toujours pour Albi, on repart dans l'autre sens avec une balle qui va arriver jusqu'à Farani qui le ramasse au niveau de ses chevilles. Il est stoppé à son tour, l'action n'ira pas au bout du côté d'Albi qui rate là une occasion d'aller marquer un essai. On retrouve les Albigeois qui sont revenus aux bases dans cette seconde période. Peu de passes, mais du gros volume devant. Ils sont à 5 mètres de la ligne d'en but de Clermont, avec tout le paquet d'avant qui est là. Même Thibault Lacroix s'y met pour venir aider les avants. On est à 1 mètre de la ligne. Clermont résiste. On est tout près de l'essai pour Albi. Le ballon qui tombe. Correa qui aplatit. Mais M. Méné n'accorde pas l'essai. Il y a un en avant. Encore une occasion de rater pour Éric Béchu. Et pour Albi, Éric Béchu qui y croit toujours et décide de changer toute sa première ligne. Un coup de boost pour Albi, qui juste après obtient une nouvelle pénalité suite à une faute de Privat. André Our va se charger de taper cette pénalité bien sûr. Il passe 3 nouveaux points et ramène Albi à 3 longueurs seulement de Clermont. On joue alors depuis 58 minutes. La fin du match est difficile pour les Albigeois. Clermont a repris les choses en main, mêlé dans les 22 mètres d'Albi. Mignoni qui sort ce ballon pour James. James qui trouve Joubert qui arrive lancé et qui franchit le premier rideau. Il est stoppé à 5 mètres de la ligne. Le ballon sorti une nouvelle fois par Mignoni. On repart avec James. James qui va trouver Floch qui prend le ballon dans l'oreille droite. Ballon de relance pour Maillard qui joue au pied et qui envoie ce ballon en touche. Occasion ratée cette fois pour les Clermontois. Albi qui avait rencontré Clermont à 4 reprises la saison dernière, 2 fois en championnat et 2 fois en challenge européen, avec 4 défaites à la clé et surtout 19 essais encaissés en 4 rencontres. Albi fait beaucoup mieux cette fois en résistant aux Auvergnats, mais ce qui devait arriver arriva. À 2 minutes de la fin, c'est Ducos qui commet une faute. Pénalité pour Clermont. Paul James passe 3 nouveaux points, 12-6 pour Clermont. Dans les dernières secondes, les Clermontois mettent le ballon au chaud avec les avants, avant le coup de pied en touche libérateur de James. Vous entendez la sirène, ballon pour James qui envoie ce ballon dans les tribunes. 6 points pour Or, 12 points pour Brock James. Clermont s'impose à Albi 12-6. Les Albigeois qui prennent donc le point du bonus défensif. Alors pas d'essai dans ce match, on verra en revanche tout à l'heure les essais de l'Afrique du Sud avec John Smith, l'un des joueurs de Clermont qui étrennait son titre au Pays de Galles. Petite réaction quand même du côté d'Albi, Philippe? Oui, on est allé voir à la fin du match avec François Plisson qui est allé voir Pierre Mignoni, notamment le demi de mêlée de Clermont, et Éric Béchu, l'entraîneur d'Albi, Éric Béchu déçu mais réaliste. On a manqué un peu d'efficacité, surtout en deuxième mi-temps. Mais bon, malgré tout, on ne s'est pas trop affolé. On est quand même resté dans le match. On a essayé de les mettre beaucoup sous pression en pratiquant du jeu, mais c'était pas évident. C'est une équipe qui défend beaucoup sur le jeu au sol. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Bon, voilà, c'est des matchs très difficiles, mais il faut les gagner. Voilà. On ne va pas contester la victoire de Clermont qui est méritée. C'est une grande et belle équipe qui est capable de répondre sur tous les registres. Elle l'a montré ce soir. Donc on ne conteste pas cette victoire, elle est méritée. Je pense que le point de bonus aussi est mérité au vu de notre engagement, de notre conquête, de notre qualité à un moment de la seconde mi-temps où on a mis beaucoup de pression sur l'équipe de Clermont. Maintenant, on fait trop de fautes de main encore pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Mais toujours aussi accrocheuse l'équipe d'Albi d'Éric Béchu. Merci à Philippe Broussard. À noter que Clermont sera en déplacement à Bourgoin la semaine prochaine et que ce sera en direct sur Canal+ Sport. Alors je vous parlais donc de la sortie que l'on salue aujourd'hui de cet album Vignette sur le top 14, mais on a retrouvé dans un grenier ceci. Ah oui, c'est un collector. Rugby en match, c'est 1974. Album complet de vignettes sur le rugby aussi. Alors à l'époque, les vedettes de l'époque s'appelaient Walter Spanghero, par exemple, qui portait les couleurs de Narbonne, mais aussi Bernard Duprat de l'Aviron Bayonnais. Du côté de Bègle, on saluait évidemment Monsieur Jean Triot. Béziers était l'équipe qui dominait, Olivier Cessé qui entraîne Béziers aujourd'hui, mais aussi Alain Paco. Du côté de Brive, le légendaire Roger Fitt, c'était pas un tendre, ou encore évidemment des légendes du stade toulousain, Jean-Claude Scrella
ou Pierre Villepreux, que l'on retrouve dans les spécialistes, notre nouvelle émission. Et puis, du côté des Perpignans, on voyait un deuxième ligne, un certain Paul Gauze. Voilà, c'est lui. Bien, aujourd'hui, Paul Gauze est président de l'USAP. Il a un tout petit peu changé. En tout cas, il était évidemment à Aimé Giral aujourd'hui pour le match entre Perpignan et Bourgoin. Perpignan a mal démarré la saison, 12e seulement, à la recherche d'une première victoire. Alors que pour Bourgoin, ça semble plutôt être le retour de la grande forme. C'est Rodolphe Pires qui vous résume ce très attendu Perpignan-Bourgoin. Si Bernard Gouta semble aussi tendu avant ce match, c'est certainement parce que ses joueurs sont toujours calés en fond de classement du top 14. Et face à Bourgoin, qui se déplace privé de Julien Frier et de Benjamin Boyer, blessés au mollet, les Catalans ont eux aussi à gérer des absences de dernière minute importantes, à l'image de celle d'Henri Tuilagi ou de Rimas Alvarez-Kérélis. Dans cette première période, autant vous le dire tout de suite, il ne se passera pas grand-chose. Cette action est assez symptomatique de ce qui s'est passé dans cette première période. Les joueurs catalans vont attaquer au ras cette équipe de Bourgoin qui va résister, parfaitement organisée en défense et provoquer des erreurs, à l'image de ce cafouillage de l'arrière Gavin Young. En première mi-temps, on aura aussi noté que les Bergaliens ont une capacité de réaction fulgurante, à l'image de cette contre-attaque des trois quarts et surtout une insolence avec un para à la manette placé au poste de demi-ouverture en remplacement de Boyer et un Sébastien Lalo qui amorce ici une attaque avec Rudy Kodze, le Sud-Africain, qui retrouve Florian Donos à l'intérieur l'arrière. De nouveau Sébastien Lalo avec le soutien de Michael Forest sur l'extérieur pour Jean-François Coux. Il ne reste plus grand chose à jouer dans cette première mi-temps. Les joueurs de Bourgoin sont à 5 mètres de la ligne de départ de Forest. Bonne défense des joueurs catalans, mais les joueurs de l'USAP vont se mettre à la faute et il y aura une pénalité. Pénalité qui va donc offrir la possibilité à Sébastien Lalo de prendre les 3 points que demande Éric Catino, l'entraîneur. Sébastien Lalo s'élance, remplaçant de Benjamin Boyer au poste de buteur. Le coup de pied passe à droite des buts. Le ballon ne passe pas. Du coup, on va se séparer sur le score de 0-0 entre Bourgoin et l'équipe de Perpignan. Bourgoin qui a raté une belle occasion de prendre la marque dans cette fin de première période. Dans les tribunes, le président Paul Gauze fait la grimace, et pour cause, parce que son équipe ne parvient toujours pas à décoller. On a atteint l'heure de jeu, toujours 0-0. Et voici les Bergaliens à hauteur de la ligne des 22 mètres. Le ballon, après ce molle, sorti pour Michael Forest, peut-être pour son ouvreur. Non, Michael Forest qui tape le drop et qui passe entre les poteaux. Un drop de malin pour le demi de mêlée de Bourgoin, qui ouvre donc la marque 3-0 dans ce stade Aimé Giral, qui est pris d'un sérieux coup de froid. 5 minutes plus tard, la réaction de Perpignan. Enfin, voici une réaction des joueurs de Jacques Brunel, avec un démarrage au ras de Nathan Heinz, remplaçant de Alvarez-Kérélis. Une pénalité mise à la faute, les Bergaliens. Du coup, grosse responsabilité pour Cédric Rosalène. Pénalité pas loin des perches et ça passe entre les poteaux. Voilà le coup de pied qu'il ne fallait pas rater. Du coup, 3 partout dans cette fin de match au stade Aimé Giral entre Bourgoin et l'USAP. Il ne reste plus grand chose à jouer dans ce match. Bourgoin a fait preuve de maîtrise dans cette partie et surtout, Bourgoin n'a pas beaucoup commis de fautes. La discipline bergalienne, on va en avoir un exemple jusqu'au bout. Les groupés pénétrants se multiplient pour les joueurs de Perpignan. La pression est terrible dans les 22 mètres. Chris Cussiter a bien noté que son ouvreur est bien placé pour le drop. Rosalène, le drop de la victoire au bout du pied et ça passe à côté des buts, juste à côté. C'était le drop de la gagne sur le banc catalan. On est déçus. Grégory Le Corvec et Bernard Gouta savent que l'occasion vient de passer, qu'elle ne se présentera plus. Rosalène, qui n'a pas été très à son aise, va voir cette équipe de Bourgoin faire un match nul, fêté par Pierre Rasky et Éric Catino comme une victoire. L'équipe de l'USAP va donc concéder ce match nul. Le partage des points semble avoir la réaction dans les vestiaires à l'avantage de cette équipe de Bourgoin qui se rassure avant de recevoir la semaine prochaine l'équipe de Clermont. Ne vous inquiétez pas, les essais ça arrive. Mais alors là, 3-3, c'est un score de foot, un score de bon match de foot. Et c'est un score historique parce que Jérôme Collin, notre archiviste, me précisait qu'il faut remonter à 12 ans pour voir un match avec aussi peu de points. C'était une victoire de Brive sur Bourgoin, justement, 5-0, saison 94-95. Alors là, écoutez, une réaction de l'équipe quand même qui a perdu des points ce soir. David Martin, international, le 3/4 centre international de l'USAP. Il ne faut pas se trouver d'excuses, on va être réaliste, on va bosser comme des fous.
voilà, on va essayer d'aller faire un résultat à Castres et voilà, il ne faut pas se mentir et il faut continuer à bosser. Et il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Alors parfois, l'actualité du rugby peut prendre de vitesse. Les albums de vignettes de collection. Par exemple, dans la page Brive, vous allez retrouver Olivier Magne, qui était joueur, oui, mais depuis, Olivier Magne est devenu entraîneur suite aux 2 défaites consécutives de son équipe. Alors évidemment, les projecteurs étaient braqués sur lui ce soir pour le déplacement de Brive à Montauban. Avec ironie du sort, sur le banc de Montauban, un autre ancien briviste, champion d'Europe comme Magne en 1997, c'est Laurent Travers. Montauban-Brive, c'était l'une des grosses affiches de cette 3e journée du Top 14. Elle est suivie pour Jour de rugby par Stéphane Le Goff. Ancien partenaire à Brive, Laurent Travers a ensuite entraîné Olivier Magne à Clermont avant donc de le retrouver ce soir comme vis-à-vis en tant qu'entraîneur de Brive et lui de Montauban. Olivier Magne et Brive qui venaient chercher à Sapiac matière à se rassurer après leurs 2 défaites consécutives à domicile. Fabien Fortassin pour Montauban ouvre les débats. Maxime Petitjean, le buteur briviste, répond par 2 fois. 6-3 pour Brive après 4 minutes. Mais derrière, suivez bien le renvoi à Montalbanais qui suit cette pénalité de Petitjean. Ballon dans les airs que ne captent pas les brivistes. Récupération, ça, Montauban envoie tout de suite du jeu au large. Un ballon qui parvient dans les bras de Johan Audrin qui est face aux 2 brivistes pour aller inscrire le premier essai. Un essai qui arrive à la 7e minute. Essai donc inscrit par l'ancien Bayonnais. Cet essai sera transformé par Fortassin et Montauban qui prend pour la première fois l'avantage dans cette rencontre pour mener 10-6. Brive qui commet beaucoup trop de fautes dans cette rencontre et cette première période. Carton jaune pour le Roumain Manta, 10 minutes au frigo. Et du coup, Fortassin en profite pour inscrire 2 nouvelles pénalités. 16-6 après une demi-heure pour les joueurs de Laurent Travers. Monsieur Rosic qui sur la ligne des 5 mètres siffle une pénalité en faveur de Brive. Suivez bien, c'est joué rapidement par Maxime Petitjean qui efface Marc Reynaud. Marc Reynaud surpris par le demi de mêlée briviste qui a inscrit ici un essai de Filou, un essai qui sera transformé par Maxime Petitjean. Du coup, Brive revient à hauteur de Montauban. Le score 16-13. Un essai qui irrite sur le banc Laurent Labitte. Monsieur Rosic se dirige vers ses arbitres de touche et ensuite vers Laurent Labitte et sort le carton rouge pour Laurent Labitte qui a eu des mots qui ont dépassé sa pensée. Il finira donc le match dans les vestiaires. Fortassin, lui, termine tout de même sur un sans faute en première période pour un score à la pause donc de 19-13 en faveur de Montauban. En deuxième période, Brive qui retombe dans ses travers. Montauban à l'attaque, Bon Repos qui plaque sur le côté dans ce regroupement. Monsieur Rosic l'appelle immédiatement et sort une nouvelle fois un carton jaune à l'encontre de Bon Repos. Et donc Brive, encore une fois, réduit à 14. Du coup, Montauban, eh bien, appuie sur le champignon. Garcia avec Fortassin. On ouvre, on arrive bien lancé. Ça se poursuit avec Setch, avec Cassin. Cassin qui repasse par le sol. Ballon bien libéré dans le bon tempo. Et on renvoie du jeu. Fortassin avec son demi de mêlée qui allonge sa passe. Et puis le numéro 8, Clarking, en relais pour un essai inscrit par le capitaine Marc Reynaud. Deuxième essai montalbanais qui arrive après 54 minutes. Marc Reynaud qui fêtait aujourd'hui son retour dans le top 14. Retour gagnant avec donc ce premier essai inscrit dans ce top 14 2007-2008. Mais surtout Montauban qui s'envole pour mener 29-13. Et Montauban qui appuie une nouvelle fois avec Fortassin qui renverse complètement sur qui Marc Reynaud. Tiens, comme par hasard. Et encore une fois, Clarking omniprésent dans cette rencontre, grand numéro 8 de Montauban. Reynaud qui vient fixer sur la ligne des 5 mètres les brivistes. On va pouvoir renverser à nouveau si ce ballon ressort. Clarkin qui fait office de demi de mêlée, c'est fait. Fortassin par-dessus pour lui-même. Fortassin qui devance le briviste et qui inscrit le troisième essai. On connaissait les qualités de buteur. Il a été élu meilleur buteur de Pro D2 l'an dernier. Fortassin, on connaissait moins ses qualités dans le jeu ouvert. Eh bien, l'ancien Tarbais montre qu'il a quelques belles dispositions en la matière. Superbe coup de pied dosé. Récupération derrière. Troisième essai de Montauban qui transformera lui-même le score. 36 pour Montauban, 13 pour Brive.
Brive qui tente le tout pour le tout dans cette fin de rencontre. Ballon perdu par Davis, le Gallois. Récupération Setch qui envoie encore du jeu. Clarkin en relais. Puis Jaouer intérieur. Cassin qui perd ce ballon. Jaouer qui récupère pour Scott Murray. Cassin à nouveau sur l'extérieur pour Caballero qui vient de rentrer, qui rafute Faricide. Caballero qui allonge les jambes, qui passe Barry Davis et qui va inscrire le 4e essai de Montauban. Un 4e essai synonyme de point de bonus offensif. Le score, lui, est sans appel, 43-13. Un score qui montre, si besoin est, toute la différence entre un groupe en pleine reconstruction, Brive, et un beaucoup plus serein qui se fixe déjà ses objectifs, Montauban. Moi, ça fait maintenant un petit peu plus de 10 jours que j'ai pris mes fonctions, un petit peu dans l'urgence. Il y a presque tout à refaire. Donc, ce que je peux dire, c'est que les choses ne se font pas d'un coup de baguette magique. Et il est évident que les joueurs vont devoir intégrer exactement ce que je leur demande avant de pouvoir exploiter leur potentiel. Donc, ça prendra certainement du temps. Et peut-être, je l'espère pas trop, mais peut-être de nouvelles défaites de ce genre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était important qu'on essaie d'avoir une belle victoire pour lancer notre saison. Mais c'est pas pour ça parce qu'on a aujourd'hui qu'on a obtenu quoi que ce soit. On a gagné qu'un match. Ce n'est qu'un match, sachant qu'il en reste 23 derrière. Donc je pense qu'il faut être vigilant. On n'a rien obtenu ce soir à part une victoire. Et en ce qui nous concerne, c'est d'obtenir 10. Donc on est à 2 victoires, il nous en reste 8. Voilà, Laurent Travers qui a suivi des cours de formation auprès de Guy Roux, vous l'avez remarqué, et il faut quand même préciser que Montauban est seulement la 4e équipe à obtenir depuis le début de la saison le point de bonus offensif après Toulouse, Bayonne et le Stade français. Bravo à eux. Le choc au sommet maintenant de cette 3e journée du top 14. Biarritz-Toulouse. Là, bien sûr, ce sont sans doute les vignettes que vont le plus rechercher tous les collectionneurs, puisqu'il y a énormément d'internationaux dans les deux équipes, que ce soit Biarritz ou le Stade Toulousain. Alors, avant ce match, bien évidemment, les deux équipes étaient invaincues depuis le début de la saison. Ce soir, il n'en reste plus qu'une. Laquelle? Réponse avec le résumé de ce match proposé par Jérôme Pinault. La grève est finie, Biarritz Prévoyant continue de pédaler, la route pour les demi-finales est encore longue. Une défaite face à Toulouse et c'est la fin des régimes spéciaux avec des heures sup à la clé, non payées. Toulouse en confiance après son succès face au Leinster est convaincu qu'il y a un coup à jouer. L'échauffement du leader annonce la couleur. Deux prétendants au Brennus, normal qu'il y ait des étincelles. Nos Bleus ont retrouvé leur club. Durant 80 minutes, adieu la Coupe du Monde, plus d'amis, plus de connivence, un seul but, la victoire. Sur ce mot, le pelouse est en infraction, Thion dans la répression. Le Biarro est sanctionné, ouverture du score par Valentin Courant, 3-0 pour Toulouse après seulement 2 minutes. Dimitriashvili, auteur de 80% des points de son équipe depuis le début de la saison, égalise. Après un quart d'heure, 3 partout. Toulouse domine, mais ne marque pas. La touche, le point faible. 6 ballons perdus. L'absence de Jean Bouillou n'explique pas tout. On rentrait au saut, le talonneur argentin que l'on a recruté, c'est vrai qu'on a, je ne veux pas tout lui mettre dessus, mais c'est vrai qu'on manque de repères, il ne parle pas encore français, c'est pas pour l'instant un super lanceur, il va travailler, puis il va se mettre au niveau et voilà, ça ira mieux. Après 25 minutes de jeu, William Servat, plus habitué aux combinaisons en touche, remplace Vernet Basualdo. Fin des ballons perdus pour Toulouse. Biarritz sous pression tente de sortir la tête de l'eau. Nicolas Brusque, parti de ses 22 mètres, se joue du sécateur, du sautoir. L'arrière tricolore se faufile dans la défense, échappe à 4 défenseurs, mais n'inquiète pas plus que ça Clément Poitronneau. Les supporters biarro veulent de l'action, ils vont être servis. Allez, ça s'anime un peu en cette fin de première période avec Niashvili en avant de Barfolo et le contre toulousain peut-être on pourrait profiter Clément Poitronneau en dribbling avec un rebond qui pourrait lui être favorable. Poitronneau qui va filer un essai en contre du Stade Toulousain. Inscrire des essais avec du jeu au pied, l'un des passe-temps favoris de Toulouse cette saison. Passe au pied d'Yves Donguy, l'ex-bréviste pour Clément Poitronneau. Un contre de 40 mètres. Essai de l'international toulousain. À la mi-temps, Toulouse mène 10-3. En seconde période, Toulouse est encore à l'attaque. Byron Kelleher redémarre pied au plancher avec un engagement sans retenue face à Nicolas Brusque.
C'était un petit peu dur, j'étais KO sur le terrain. Mais c'est le rugby, c'est un sport physique. Il m'a fallu un peu de temps pour revenir, mais je suis revenu rejouer. Yashvili sorti sur blessure à la mi-temps est remplacé par Julien Dupuis. Dupuis qui ramène son équipe à 4 petits points, le score 10-6. Mais Clément Poitrenaud en vacances à la fin du match ne s'économise pas, malgré l'heure tardive. Ouvrez bien vos yeux, c'est l'un des plus beaux essais de la journée. C'est rapidement joué par Clément Poitrenaud. Poitrenaud avec Josio maintenant. Pour courant, c'est un ballon d'essai pour les Toulousains. Avec le sprint de Maxime Ménard maintenant face à Godelet. Pour l'intérieur, il échappe à Dupuis. On retrouve Josio pour Poitrenaud qui va aller marquer son deuxième essai. C'est du Stade Toulousain. Doublé de Poitrenaud, Toulouse mène 15-6 à l'heure de jeu. Biarritz n'a même plus le bonus offensif. Arrive l'un des tournants du match. Le BO enfin perd sa défense toulousaine. Faeli, le Samoan est stoppé dans les 22 mètres. Perrelong est au soutien. Et sur le regroupement d'après, une bagarre éclate. Tout d'abord, l'arbitre pénalise Toulouse. Puis, interpellé par son juge de touche, M. Matteux demande confirmation auprès de l'arbitre vidéo. Alors que voit-on sur les images? Byron Keller, le numéro 9, hors jeu. Et le numéro 5 Delapé s'en donnait à cœur joie, au moins 5 coups de poing. Monsieur Gillet, l'arbitre vidéo, n'a pas estimé bon mettre un carton contre le numéro 5 Biarro. S'il y a une brutalité, le protocole permet de le faire. Mais la question de Jean-Pierre, elle est claire. Il me dit quel est le joueur toulousain qui crève le ballon parce que qui me fait mourir le ballon parce que je le vois pas. Donc moi je lui dis c'est le 9. Ça vaut un carton, le 5 rouge. Pénalité contre le 5. Pourtant, M. Matteux attend une réponse suite au geste du numéro 5 Delapé. M. Gillet lui répond, une pénalité contre le 5 rouge. Nous ne sommes pas là pour taper sur les arbitres, mais avec la vidéo, le corps arbitral n'a plus d'excuses. À 15 contre 14, Biarritz ne marque pas. Et c'est Toulouse qui clôt la marque par ce drop de Josion. Score final 18-6. Jérôme Thion est encore sous le choc. Indiscipline. Voilà, ça donne ce résultat. C'est dur, non? Ouais. Ça commence à faire un petit peu lourd là. Avec cette défaite à domicile, Biarritz n'a pas perdu le championnat, mais y a laissé des plumes. 5e victoire consécutive, toute compétition confondue cette saison pour le Stade Toulousain qui avait déjà gagné à Biarritz la saison dernière. Et autre mauvaise nouvelle pour les Biarros, c'est Dimitri Yashvili qui est sorti à la mi-temps sur blessure. Yashvili souffre d'un problème au ligament postérieur du genou et devrait être absent 2 mois. Il manquera donc le prochain match du Biarritz Olympique qui sera en direct sur Canal la semaine prochaine, samedi 15h. Ce sera le derby basque entre Bayonne et Biarritz. Alors justement, on va voir dans quelques minutes Stade Français Bayonne. Mais d'abord, un match à très gros enjeux. Le match entre les 2 promus, Dax et Auch, qui sont malheureusement pour eux aussi les 2 derniers du classement. Alors dans cet album que je vous montrais tout à l'heure, qui date de 1974, Dax venait de disputer, de perdre sa 5e finale. C'était contre Tarbes. À l'époque, parmi les joueurs d'Aqua, on reconnaissait Jean-Pierre Bastia ou Jean-Pierre Lux, qui est aujourd'hui président de la Coupe d'Europe, mais aussi un certain Jacques Ibanez, oui, le papa de Raphaël. Alors, dans le nouvel album de 2007, c'est Thomas Lièvremont qui est chargé de mener ce soir la révolte des Dacois, de les mener vers leur première victoire dans ce top 14. Dax, Auch, suivi pour jour de rugby par Stéphane Etcheverry. Thomas Lièvremont pour la première fois titulaire donc en championnat avec son nouveau club. Les spectateurs attentifs. Dax qui compte sur une toute nouvelle recrue, le néo-zélandais Charlie Orr, pour apporter quelque chose de nouveau. Se retrouve à la faute dans la zone plaqueur-plaqué, intervention de Monsieur Gauzin et première opportunité pour Charlie Orr d'inscrire les tout premiers points dans cette rencontre, les tout premiers points de sa carrière d'Aqoise, une pénalité qui passe bien haut dans les barres et au milieu des poteaux. Dax mène 3-0. La réaction de Auch avec Tidjini qui s'infiltre dans la défense d'Aqoise,
qui trouve Brana en soutien, stoppé à 10 mètres de la ligne. La remise intérieure de Cousier sur Raphaël Bastide qui va aller conclure pour le premier essai du match. Le premier essai au Sitin, pas du tout. Monsieur Gauzin qui hésite, qui va faire appel à l'arbitrage vidéo et on constate que... Beaucoup de difficultés aussi dans cette première période à tenir les premières lignes. Énormément de problèmes pour Monsieur Gauzin à faire respecter la tenue en mêlée. Les pénalités s'enchaînent et cette fois c'est du côté de Hoche. Offensive d'Aquoise et les relais, les soutiens qui arrivent au bon moment avec notamment Thomas Lièvremont là qui est stoppé à 35 mètres de la ligne de Hoche. Le relais de Rodolphe Bérec, c'est une grosse séquence que sont en train d'infliger les Dacois aux joueurs d'Hoche. Avec Charlie Orr également qui lance sa ligne de 3/4 et Gavin Williams, le Samoan de cette équipe de Dax. Nicolas Morlaes sur le retour qui retrouve son capitaine. De Charlie Orr dans les 22 mètres de Hoche qui trouve Duncan Bell, lui, à quelques encablures de la ligne d'Hoche. Monsieur Gauzin va arrêter cette action. C'était quasiment l'action du break avec cette très belle initiative du néo-zélandais Charlie Orr. Une passe acrobatique pour Duncan Bell qui n'arrive malheureusement pas pour Dax à transformer cette action en coup gagnant. Le temps qui passe et les mêlées qui s'enchaînent dans les 5 mètres de l'équipe de Hoche, toujours très en difficulté en cette fin de rencontre devant la... Des avants d'Aqua, les temps de jeu qui s'enchaînent sous les poteaux. Monsieur Gauzin qui veille au grain bien sûr à une éventuelle faute. Et voilà, la faute est signalée. Avantage en cours, il y aura pénalité si ça ne profite pas côté d'Aqua sous les poteaux. Toujours ces 3 points d'avance pour Dax et ces 10 petites minutes à jouer. Et la finition pour Thomas Lièvremont qui a inscrit enfin le premier essai et unique essai de la rencontre. L'essai est transformé par Charlie Orr, 16-6 au final. C'est une victoire méritée, qui ont retrouvé le sourire et surtout qui privent les Occitans d'un point de bonus défensif. Première sortie très intéressante pour Thomas Lièvremont avec beaucoup de joie. Première victoire donc des Dacois après 2... Tout renversé. On n'a pas envie de jouer petit bras, même si des fois ce soir on a joué petit bras. On a envie de produire un jeu, mais après bon, mais c'était de Dax. Montpellier-Castres maintenant. Le Castres olympique dans les années 70, 74, célèbre pilier qui s'appelait... Commande du jeu, Thomas et Trinduc. Les premiers points sont d'ailleurs de Marc McHugh dès la 3e minute et 3-0 qui joue chez l'adversaire. Plus de ballons, plus d'intention, mais déjà une énorme défense et des individualités comme Christophers qui récupère un ballon difficile et qui peut remettre son équipe dans l'axe. Une sortie de Tilliousboard pour McIntyre avec Romain Tellet venu dans la ligne pour Lei Tomiki. La fin de passe et le service pour Milford, mais une défense bien en place. Il a fait le bonheur de Narbonne la saison passée. Une fin de passe d'école et Didier Nouraud plutôt bougon, son équipe.
Christophers, toujours, qui cette fois-ci parvient à déchirer la défense montpelliéraine. Intérieur, accélération, intérieur encore, remise pour Voslo dans les 22 mètres, découpé par 3 Montpelliérains qui sont cette fois-ci poussés à la faute. Dans le rôle du jambon, McIntyre et Christophers en tranche de pain. Un sandwich qui n'est pas du goût d'Hugo Mola, le coach Castrais. Et pénalité pour Montpellier. L'addition, eh bien, c'est cadeau pour McHugh. En infériorité numérique, Montpellier mène 6-3. Pour Milford. Mais encore une fois, la défense est en place. Au large donc, ça ne passe pas. Mais au près également, les charges se multiplient sans tout. Un avantage qui sera bien exploité par les Castrais. Avantage annoncé. Et le drop de Romain Tellet. 6 partout après 22 minutes de jeu, puis 12-6 à la pause, grâce au 100% de réussite au pied de McHugh. Ici, une pénalité de plus de 50 mètres. Pénalité réussie, mais ça grimace sec derrière pour McHugh, mais également pour Didier Noureau. En deuxième période, c'est le jeu au pied qui prévaut encore. Castres domine sans concrétiser, si ce n'est grâce à la botte de Romain Tellet. Deuxième drop, réussi par l'arrière Tarnet, mais cette fois-ci. Castres revient à 3 points de Montpellier qui perd malheureusement Bayoko sur cette action. Grosse blessure pour le pilier touché. De fin et qui parviennent à le récupérer. On est à 2 mètres de la ligne de but de Castres. Les Montpelliérains qui s'arrêtent cette fois-ci à 1 mètre de la ligne. Diomandé, le capitaine, avec le numéro 2 qui insiste. Lui aussi stoppé juste à côté de la ligne. Et finalement, Julien Thomas qui sert Sébastien Kuzbik pour le premier essai du match. À 7 minutes de la fin, Montpellier scelle la victoire 25-9. Kuzbik qui marque son 3e essai en 3 ans contre Castres et qui dédie cet essai à sa fille présente dans les tribunes. Un essai normalement qui n'aurait pas dû être validé, car au départ, Loubet en bas de l'écran est devant Thomas qui tape dans le ballon. Loubet qui derrière fait action de jeu en venant plaquer Romain Tellet. Un essai finalement validé, qui ne gâche donc pas la joie des Montpelliérains. Heureux, ils peuvent dorénavant penser à Brive la semaine prochaine. Dès lundi, on va se concentrer sur le match de Brive. La confiance, c'est sûr qu'on l'a, mais ça fait longtemps qu'on n'est pas allé gagner à l'extérieur. Donc on a à cœur de faire quelque chose cette année à l'extérieur, et ça va commencer par ce déplacement à Brive, et on va s'y concentrer toute la semaine pour faire un bon résultat. Deuxième belle victoire de l'équipe de Montpellier. Je crois qu'on va pouvoir profiter et partager la joie des partenaires de Trenduc, de Kuzbik, y compris à la récupération. Sans titre contre le leader du championnat, match que l'on pourrait résumer. En ciel et blanc, l'Argentine. Juan Martín Hernández a réussi son retour avec le Stade français face à Bayonne aux couleurs si familières. Passé à l'ouverture, tout tenté malgré une forme encore incertaine. Très fatigué, j'ai senti les 3 semaines de repos que j'avais. Alors, mais bon, c'est...
Depuis la Coupe du Monde, l'Argentin a perdu plusieurs kilos. Il ne serait qu'à 70% de son potentiel physique. Alors forcément, certains gestes comme ces 2 tentatives de drop manquent encore un peu de précision. Il a eu quelques moments un petit peu d'hésitation. Bon, c'est parce qu'il a fait qu'un entraînement avec nous. Et les conditions du terrain étaient difficiles. Et quand on joue à l'ouverture, on a besoin d'appui. Mais bon, on connaît son potentiel. À l'image de son numéro 10, le Stade français est devenu... Après 2 essais de Pascal Papé et Julien Sobade, le score est de 15-6 à la pause. Derrière un paquet qui avance, la charnière retrouve le plaisir de jouer avec El Mago Hernandez. Décontracté, à l'aise, facile, la passe vissée des 2 côtés, de 20 mètres, le coup de pied qui va bien, l'alternance qui va bien également. Donc il a pesé énormément sur le jeu. Il a pesé, oui, mais à sa manière, en douceur. Délicat chef d'orchestre d'un ensemble parisien irrésistible en 2e période. Joueurs qui sont avec beaucoup de disposition à demander les ballons. C'est toujours bon d'avoir des joueurs qui sont envie d'aller au défi. Et Bayonne, 7 essais au total. Mathieu Bastaro, son premier en top 14. La joie de Mathieu Bastaro contraste avec la colère de Richard Dourte. Venu en surprenant leader à Jean-Bouin, l'aviron bayonnais repart avec 40 points dans les valises. Mais il n'a pas pu être remplacé. Après la sortie de Jérôme Filleul, il a même endossé le costume du buteur, plus ou moins heureux face au poteau. Il est trop facile de mettre entre les barres. Retombé au champion de France, les étoiles comme Hernandez sont de retour à Paris et le Stade français semble avoir repris son envol dans ce championnat. À Biarritz, Clermont, à Albi, 2 bonus offensifs pour Paris et Montauban, un bonus défensif pour Albi contre Clermont. Alors au classement, le Stade Toulousain seul en tête et seule équipe à 3 victoires devant un duo Montauban-Bourgoin. Le Stade français remonté à la 4e place à égalité de points avec Clermont et Bayonne. Suivent Montpellier, Albi. Biarritz n'est que 9e et pire encore Perpignan, 6e seulement, alors que Brive et Auch, qui ont tous deux sont aux 2 dernières places du classement. La prochaine journée, la semaine prochaine, débutera vendredi soir sur Canal+ Sport avec Stade français Dax. Les Springboks étrennaient leur titre de champion du monde au Millennium Stadium cet après-midi face aux Pays. Essais à 2, ils ont passé plus de 30 points aux Gallois. On va vous montrer leurs 2 plus beaux essais. Celui-ci inscrit par le 3e ligne, Juan Smith. Et dans le 2e, on va retrouver le talonneur John Smith pour expédier à l'essai Jack Foury. Voilà, Burger, John Smith ici et l'essai du 3/4 centre Foury ici décalé par Ruan Pinard. Donc 5 essais pour les Springboks. Et comme l'équipe du Pays de Galles est très joueuse, cela méritait cette très très belle action avec une belle passe là de Gavin Henson. L'accélération de l'arrière Stoddart. Et cette action va se terminer par un essai du vieux briscard Colin Charvis. Score final 34 points à 12 pour les Sud-Africains.
pour l'un des tout derniers matchs de leur entraîneur Jake White. Chose promise, chose due. En attendant un autre Sud-Africain, Matt Field à Toulon, les résultats de la Pro D2, vous allez voir que Toulon a assez nettement battu Bordeaux en prenant le point de bonus offensif. Le Racing Métro bat Oyonnax, Tarbes s'incline à Pau dans le derby. Limoges, d'un petit point, s'impose face à Mont-de-Marsan. Lyon a été battu à Aurillac, La Rochelle a dominé Blagnac et Grenoble s'est imposé à Narbonne. Demain à 15h15 sur Sport Plus, Agen face à Béziers. Invité de l'émission Dimanche Plus et le rendez-vous suivant, les spécialistes rugby évidemment. Avec Orange, partenaire principal du Top 14, retrouvez les meilleurs essais avec Orange World. Partagez les valeurs du rugby avec la GM. Retrouvez le Top 14 avec Société Générale, par amour du rugby. Donc retour des speakerines pour le mois de décembre avec le... Sur les événements sportifs sur les antennes de Canal+. Tu fais... Si, Je suis revenu. Tous les gens qui ont regardé le match à la télévision ou live, ils ont vu un match qui était bien. Et toi, t'as joué au rugby ce week-end Bah oui, on a... Yves l'a joué au rugby. il jouait au rugby. Oh, t'as pas non? Champion du monde donc face à l'Angleterre. Tu sais, on va te monter dessus comme ça, puis tagalac. Mais ça va pas, non. Mais si. Douillé. Tu vas te calmer, oui. C'est Mirage du Goutier. Et ensuite le 10, My Love Lady, dont on a parlé en début de parcours. Je vais vous laisser présenter le judo. Ah, ouais. Mais une condition. Eh ben voilà, vous êtes... Non, c'est la boxe. Et on y va. Tu peux, Bram. Et boxe-le. Tu auras un vrai pro, un vrai champion. Boxe-le. Allez, champion. Je veux plus que tu prends un coup comme ça. Tu reviens à l'objectif. Compte fait, on forme une bonne équipe. Hein? Ça fut un plaisir. Le problème des jeunes femmes. Campé Paradis Constantine, Grangier Gabin pour Gasoil.
aussi le tigre dans 2 films de Claude Chabrol. Mais la suite de sa carrière reste tout autant marquée par le genre policier.